fondation parmi les projets que j'ai dû mener, a fait en sorte que j'ai dû apprendre le processus et le comment s'y rendre est autant plus important que le résultat. Bonjour et bienvenue à tous à ce nouveau podcast organisé par l'Association des femmes en finance du Québec. L'association vous offre une série de vidéos et de podcasts sur 6 parcours professionnels inspirants du monde de la finance. Chaque épisode abordera un sujet spécifique en lien avec votre étape de carrière, que ce soit les meilleures pratiques pour être une bonne gestionnaire, les clés pour devenir un bon leader ou encore comment faire pour atteindre la prochaine étape dans votre carrière. Les différents épisodes de ce podcast seront accessibles à partir du site web de l'AFFQ, sur notre chaîne YouTube et à partir de toutes les plateformes de diffusion de podcasts. Je me présente, je m'appelle Ilham Missaoui, directrice stabilité et performance des canaux assistés chez Desjardins. Je suis aussi présidente de l'Association Marketing du Québec et membre du conseil d'administration de l'Association des femmes en finance du Québec et membre du comité d'organisation de Gala Les Talentueuses de l'association. Alors, nous tentons de comprendre dans ce podcast aujourd'hui comment s'y prendre pour concrétiser son ambition de faire partie de grandes décisions stratégiques des entreprises et des conseils d'administration. Nous recevons aujourd'hui 2 femmes inspirantes qui ont su faire leur place au conseil d'administration et dans les sphères décisionnelles des entreprises, Yasmine Rivera et Sylviane Chaput. Bonjour Yasmine. Bonjour. Bonjour Sylviane. Bonjour. Merci de participer à ce podcast aujourd'hui avec nous. Alors, je vais commencer par vous présenter, mesdames. Yasmine Rivera occupe actuellement le poste de première directrice services financiers, affaires, commerciales et fidélisation chez Air Canada. Avant de se joindre à Air Canada, Yasmine a travaillé à CAE en tant que chef des services comptables et à la Banque Laurentienne en tant que directrice de planification financière et contrôle. Elle a travaillé également à l'international pendant 6 ans au Maroc pour l'ambassade d'Espagne pour la promotion de l'enseignement de l'espagnol et pour faire connaître la culture hispanique. Yasmine a siégé au conseil d'administration d'Anorexie et Boulimie du Québec et a occupé le poste de trésorière pendant plus de 6 ans, ainsi que 3 ans au conseil d'administration de CMA Canada, à titre de présidente du comité de finances et vérification, et plus récemment au sein du conseil d'arbitrage des comptes de l'Ordre des CPA au Québec. Donc, bienvenue encore, Yasmine. Sylviane Chaput. Donc, Sylviane occupe le poste de vice-présidente et chef de la direction financière chez Sogeki depuis 2016. Sogeki est une société de gestion de portefeuille. Sylviane a travaillé durant plus de 10 ans à la Fondation Lucie et André Chagnon, une des plus grandes fondations privées au Canada avec plus de 2,5 milliards de gestion. Elle siège et a siégé à plusieurs conseils d'administration, actuellement au conseil d'administration de la Chambre de l'assurance de dommages depuis 2019, au conseil d'administration de l'Université de Montréal durant 8 ans et au conseil d'administration de l'AFFQ durant plus de 10 ans. Donc, des beaux parcours très enrichissants. Donc, Yasmine et Sylviane, vous avez plusieurs années d'expérience, un peu plus de 25 ans d'expérience. Vous avez des parcours vraiment diversifiés dans plusieurs domaines, atypiques et très inspirants également. Donc, on va commencer notre échange aujourd'hui par vos parcours. Si vous voulez nous partager vos parcours, comment vous êtes arrivé à occuper des postes décisionnels et est-ce que c'était à travers des opportunités que vous avez saisies? Est-ce que c'était à travers un plan de carrière préétabli que vous avez travaillé tout le long de votre carrière? Donc, je vous laisse la parole, mesdames, pour débuter ce podcast. Je te laisse le choix. D'accord, je commencerai. Plan de carrière, non, j'en ai pas eu un. Je vais te dire, ça a été naturellement une évolution, saisir les opportunités quand j'ai commencé à travailler. D'ailleurs, juste après mon bac, j'ai déménagé au Maroc et ça, c'était pas un choix professionnel, c'était un choix personnel. Et là, j'ai eu la chance de travailler à l'ambassade d'Espagne. Qui est ma langue maternelle, je vais te dire. Donc, je vais te dire que les 6 ans passés à l'ambassade d'Espagne ont été un éveil culturel des 2 côtés, tant que la culture espagnole et marocaine. Et par la suite, ce qui s'est passé, mon retour au Canada, c'était une série
une série d'opportunités. Quand je suis retournée ici au Canada, je n'avais qu'un bac. Et quand je regardais pour des offres d'emploi, mais ça demandait un minimum, un CPA, une maîtrise. Et j'avais dans le temps deux petites filles, 9 et 5 ans. Et je me suis dit, bon, ben écoute, il va falloir bien que je fasse une maîtrise et un titre comptable. Donc, je me suis embarquée là-dessus. J'ai commencé à travailler à la Banque Laurentienne. Et petit à petit, j'ai fait mon chemin. Je vais te dire que aussi, j'ai fait des changements, j'ai changé de carrière assez drastique. J'étais à la Banque Laurentienne et tout d'un coup, il y a une opportunité qui s'est présentée à CAE. C'était un emploi temporaire. Donc, j'ai quitté un emploi permanent pour vraiment prendre un mandat temporaire qui était un mandat particulier et très intéressant, qui par la suite est devenu un poste permanent. Et un an plus tard, je me suis retrouvée à Air Canada, qui était aussi un parcours de circonstances pas planifié. Et cela fait 15 ans que je suis à Air Canada, dans un environnement totalement dynamique. Et cette soif toujours de faire quelque chose de différent, aller voir plus loin, je vais te dire, c'est largement compensé à Air Canada. L'aviation, c'est un monde complètement fascinant. Et j'ai eu la chance de travailler avec des patrons, collègues et des employés qui m'ont donné toujours des chances d'avancer. Donc, c'est plutôt la curiosité puis saisir les opportunités. Excellent. Toi, Sylviane? Moi, ça ressemble beaucoup, un petit peu. Je dirais, non, aucun plan de carrière, vraiment pas. Lorsque j'ai terminé ma maîtrise, déjà en débutant la maîtrise, déjà les compagnies venaient nous recruter. Donc, on n'avait même pas terminé qu'on était déjà stimulé à aller en entrevue. Et j'avais pas vraiment d'idée quel type d'industrie, quelle entreprise. Bon, bref, on embarque dans ce processus-là. Puis, je me retrouve à finalement choisir à l'époque Nortel, qui était spécialisé dans le développement de la fibre optique. Puis j'avais été attirée par ce programme-là parce qu'il y avait une opportunité d'aller à l'international. Donc, c'était un programme accéléré pour nous faire des rotations qu'on appelle, donc d'aller dans différentes usines pour rapidement devenir manager. Puis aussi, on pouvait à travers ça voyager à travers le monde. Mais donc, à l'époque, quand j'ai gradué, il y a eu une crise économique mondiale et là, ils ont dit, bien, on a assez d'opportunités pour vous, mesdames, à Montréal. Fait que je me suis retrouvée à faire des rotations à Montréal. Et j'ai été chez Nortel 3 ans, puis dans le cours de mon passage avec eux, c'est que j'ai eu à mener un projet de restructuration qui a amené à abolir mon propre poste. Et là, la direction m'a demandé, mais tu sais, on veut te garder, puis qu'est-ce que tu souhaiterais? Et c'est peut-être la première fois où j'ai pris vraiment un tant soit peu de recul, puis de me dire, mais qu'est-ce qui me stimule? Qu'est-ce que j'aimerais vraiment développer en termes de finances? Et je suis arrivée à la conclusion que je voulais soit les fusions-acquisitions, soit la trésorerie. J'étais dans ces eaux-là. Et je leur partage un peu mes désirs. Et naturellement, personnellement, j'étais tombée en amour, puis mon conjoint ne pouvait pas déménager. Alors, ils m'ont dit, ben tu viens à Toronto où il n'y a rien. J'étais comme, OK. Et donc, ben, ça m'a amené à réfléchir, à dire, OK, là vraiment, c'est peut-être la seule fois où vraiment j'ai comme eu un objectif. Je me dis, comment je vais réaliser ça? Et j'ai décidé de transférer à la compagnie sœur, qui était Bell Canada à ce moment-là, d'essayer de voir si je pouvais pas m'installer auprès de Bell. Et je suis rentrée dans une unité qui s'appelle les services aux télécommunicateurs. C'est qu'on revendait la fibre optique à d'autres compagnies là, pour tout ce qui est de l'Internet. Et j'ai vraiment pris un risque parce que je ne savais pas si j'étais en mesure de pouvoir arriver à atteindre mon objectif. Et c'est par des contacts informels que je me suis retrouvée à être capable de postuler sur un poste en fusion-acquisition. Et là, j'ai évolué en fusion-acquisition pour Bell Canada. Puis par la suite, je vous dirais que c'est des chercheurs de cadre qui m'ont téléphoné. Puis à un moment donné, ben, tu dis non, mais là, tu sais, ils viennent te courtiser. Puis après ça, ben, ça a été donc de chez Bell. On est allé du côté, donc Bell, c'était vraiment l'opérateur. Puis après ça, ben, j'étais allée vraiment du côté
capital de risque ou investissement privé, où là, tu es un investisseur dans une compagnie qui est opérante. Et il est arrivé un moment où un de mes partenaires m'a parlé de la Fondation Lucien-André Chagnon, puis c'était pas... honnêtement, là, quand je suis allée en entrevue, pour moi, c'était une curiosité d'apprendre un peu plus au niveau de toute la responsabilité sociale, puis c'était très nouveau à l'époque, puis comment ça se mesure, etc. Je me suis retrouvée là parce que pour moi, vraiment, j'étais pour être 2 ans maximum. 2-3 ans pour revenir au privé dans la grande entreprise. C'était un petit peu mon objectif. Quand je suis passée en entrevue, celui qui est devenu mon patron a dit, moi, je pense que tu vas être avec moi jusqu'à ta retraite. Puis j'étais partie à rire parce que je me disais, tu me connais pas, je m'en vais, là, tu sais. Je suis juste 2 ans. Ouais. Puis je suis restée très, très longtemps. Vraiment, c'était complètement dans mes valeurs. Tu sais, vraiment, c'était la famille Chagnon, Monsieur Chagnon, André Chagnon. Je partageais complètement ces valeurs. Alors, c'est ça qui est arrêté. C'est vraiment un parcours de coïncidence puis d'opportunité. Excellent, excellent. Toutes les deux, vous avez parlé du risque, de la prise de risque. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. C'était du risque, prise de risque mesurée ou... Non. Je pense pas. Non, ça a été un risque peut-être pas mesuré, mais calculé. Je vais te dire, moi, je suis quelqu'un qui aime changer, qui aime bouger. Et je prenais des décisions qui ont changé beaucoup mon parcours, des différents parcours, mais toujours avec si tu prends ce chemin, est-ce que tu vas le regretter plus tard? Puis ça, c'était dans mes cours de méthode quantitative au cégep au niveau de la prise de décision. Et c'est comme ça que je prends le risque. Et franchement, ne pas prendre un risque ou ne pas prendre un défi, ça serait un regret pour moi. C'est de cette façon-là que j'approche les changements ou un risque. Pour ma part, je suis quelqu'un qui n'aime pas la routine ou la maintenance. Je suis quelqu'un qui aime démarcher, défricher, donc relever des nouveaux défis. Et peut-être, en étant jeune aussi, on est peut-être un peu plus impatient. En vieillissant, on apprend la sagesse, puis un peu plus de se calmer. Alors, ce qui a fait probablement que j'étais... avec recul, j'étais quand même rapide. Moi, j'ai changé d'emploi à tous les 4 ans. Donc, 4 ans. Et donc, je n'ai pas évolué au sein d'une même entreprise, mais vraiment d'une opportunité à l'autre. Et c'était effectivement les défis qui m'interpellaient. Qu'est-ce que vous avez appris dans ce changement à chaque fois? Tu dis, Sylviane, que tu as changé plusieurs fois. Toi aussi, est-ce qu'il y a des skills que vous avez travaillé, que vous avez acquises lors de ces changements-là? Parce que vous êtes des gestionnaires actuellement depuis plusieurs années, avec beaucoup d'années d'expérience. Est-ce que ces changements vous ont permis de grimper les échelons? Oui, c'est sûr que quand on change pour une opportunité, puis on essaie d'améliorer nos conditions et les responsabilités qui vont avec. Mais est-ce que c'est la seule manière d'y arriver? Je pense pas. Moi, des fois, avec recul, je me dis, mon impatience m'a amenée à changer rapidement de... On a ce trait en commun. Mais si j'avais peut-être été plus patiente et créer plus de réseaux informels à l'intérieur de mon entreprise, peut-être que je serais encore avec Bell Canada. Je ne le sais pas parce que des opportunités, mon Dieu, qu'il y en a dans les grandes entreprises aussi. Là, alors, c'est difficile à dire. Je pense qu'il n'y a pas de chemin gagnant. Là. Ouais, je pense que c'est ta capacité d'adaptation aussi, parce que tu le disais aussi tout à l'heure, tu n'aimes pas le status quo, ça bouge, on a besoin. Ça va aussi avec la personnalité, puis il faut accepter que des fois, on a fait un changement et on se trompe, ou c'est encore beaucoup mieux de ce qu'on s'attendait. Donc, faut pas avoir peur du risque ou du changement.
faut vivre avec. Hein. On vit avec. Moi, personnellement, faut se réajuster, s'ajuster, adapter, je dirais. Excellent. J'imagine aussi que dans ces parcours-là, vous avez eu des moments d'échec aussi. Tu parlais d'échecs, Yasmine. Comment vous avez vécu ces moments-là? Comment vous avez rebondi aussi après ces échecs-là? Ben, si je peux me permettre, moi, mon plus grand défi et apprentissage, ça a été lorsque j'ai joint la Fondation Lucien-André Chagnon. Ça m'a fait rire parce que je vais vous lire qu'est-ce qui est écrit sur les bouteilles, mais encore là, moi, ma personnalité m'amène, je suis très axée sur les résultats. Donc, ce qui fait en sorte que j'aime atteindre des objectifs et j'étais pas vraiment dans le comment. Moi, j'étais dans le quoi, puis on arrive au quoi. Puis, et donc, la Fondation parmi les projets que j'ai dû mener, a fait en sorte que j'ai dû apprendre le processus et le comment s'y rendre est autant plus important que le résultat. Pourquoi? Parce que ça permet à tout le monde de s'approprier les objectifs, de s'approprier le projet, de vraiment l'embrasser. Alors que c'est pas tout le monde qui va à la même vitesse. On a tous des cerveaux complètement différents pour analyser le problème, voir comment... Alors ça a été pour moi... Des fois, j'avais l'impression d'avoir une traversée du désert. Là, tu sais, j'étais comme, oh my God, c'est bien long. Mais vraiment, j'ai appris, comme c'est écrit sur la bouteille, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ça a été... alors, je peux vous dire que j'ai eu des échecs dans mes projets parce que j'ai pas su vraiment comprendre le comment. C'est intéressant parce que je suis définitivement arrivée à la même conclusion. Moi, j'étais quelqu'un qui allait très vite et seul. Je savais que ça marchait et je fonçais. Et je disais, bon, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Avec le temps, tu réalises qu'une équipe à côté de toi et le feedback a été ma source d'ajustement, je vais te dire. Parce que plus jeune, on y va plus vite. Moi, ça fait 15 ans, plus de 15 ans que je suis à Air Canada. Et dans cette grande entreprise qui est Air Canada, on travaille avec des équipes complètement diversifiées, différentes, des gens passionnés. Et évidemment, tu n'es pas toute seule. Et là, c'est là. Je vais te dire que ça a été un grand apprentissage également pour moi. Je pense que c'est un des plus importants. Moi aussi. Parce que, tu sais, quand on est plus jeune, ambitieux, on y fonce, hein, on a cette capacité de rebondir et cette résilience et cette persévérance. Mais il arrive un moment où tu commences à travailler avec des plus grandes équipes où c'est plus la même chose. C'était, un commentaire qu'on m'avait fait, c'est comme de dire, vous êtes des diamants bruts, mais à quelque part, il faut vous polir parce que là, quand vous manœuvrez, des petits scratchs qui se font dans le parcours. Fait que ça a été pour moi une très, très grande... Alors, quand on vient pour entreprendre un projet ou impliquer, comme dit Yasmine, l'ensemble de nos parties prenantes, c'est pas fait de la même façon. Donc vraiment, la communication, le comment, qui on implique, à quel moment, comment faire en sorte que tout le monde ait le temps de s'exprimer, que les points de vue soient mis sur la table, ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Est-ce qu'il y a d'autres qualités que vous voyez dans une expérience de gestion? Vous avez parlé de l'écoute, de la communication. Est-ce qu'il y a d'autres qualités que les gestionnaires doivent avoir? Tu sais, c'est intéressant. On parle beaucoup d'empathie, de compréhension, et ça, c'est super important. On est dans une autre époque. Hein, quand on avait commencé, probablement toi, Sylviane et moi, c'était un petit peu différent. C'était beaucoup plus individualiste. Présentement, on va ensemble. Et tout dernièrement, j'ai entendu quelque chose de super intéressant. Il disait, vous savez, souvent, on a fonctionné avec la règle d'or, je traite les autres comme j'aimerais être traité. Oh my. Et là, on change ça un petit peu. On va dans la règle platinum, qui est celle de on traite les autres comme ils aimeraient être traités. Recevoir. Et donc, là, ça amplifie, ça vient chercher un autre univers. Donc, en tant que gestionnaire, dirigeant, on doit être très, très conscient.
Je pense que... Parce que chacun est différent, chaque être humain est différent à sa façon de voir les choses. Oui. Ouais. Pour ma part, c'est définitivement... on est de plus en plus dans de la gestion collaborative, comme Yasmine l'a mentionné. Mais ce que je trouve qui est important aussi, c'est comment donner un sens, une vision. Donc, parce que chacun de mon équipe a un petit bout d'un casse-tête qui est complet. Donc, on a comme un puzzle. Puis souvent, les gens ne savent pas nécessairement comment moi, je contribue à l'ensemble de ce casse-tête-là. Et j'ai trouvé que ça devient très important de vraiment être en mesure de... En travaillant de manière collaborative, chacun apprend qui fait quoi, quand, comment, mais comment ça s'inscrit dans ce grand tout. Et de voir que la collaboration de tous est importante pour arriver à cette finalité-là. Fait que c'est comment donner du sens aussi au travail que chacun des membres de notre équipe effectue. On revient, ça fait penser au Why de Simon Sinek, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Le pourquoi, donner du sens, c'est très important aux équipes pour qu'ils puissent bien avancer. C'est donner du sens, c'est important. On va parler du conseil d'administration. Vous êtes impliqué, vous avez siégé sur plusieurs conseils d'administration, plusieurs années. À quel moment vous vous êtes dit, ou vous avez décidé d'intégrer un conseil d'administration dans votre carrière? Et encore là, c'est une opportunité. On aime ça. Non, je lisais souvent, souvent je parlais des chances. Honnêtement, je vais juste revenir, juste pour te dire comment je me sens chanceuse. Quand j'étais au Maroc, non seulement j'ai travaillé en espagnol, mais ma meilleure copine, celle qui m'a ouvert les portes, elle était péruvienne d'origine. Comme par hasard, on parle dans les années 80, une péruvienne au Maroc. On était deux. Bref, un conseil d'administration, c'était, on est venu me chercher, on m'a téléphoné et on m'a dit, je pense qu'on aimerait t'entendre, tu as une voix, on aimerait que tu représentes, c'était CMA Canada dans le temps, c'était CMA Québec, le président de l'ordre de CMA Québec qui me téléphone et me dit « J'aimerais ça t'avoir à la table au conseil d'administration représentant le Québec. Le Québec envoie 2 représentants et je pense que tu pourrais très bien faire l'affaire. » Vraiment? Ah ben, merci. Je dois réfléchir. Non, tu dois me le dire. Et là, ma tête tourne en 2 secondes. Mais bien sûr, oui, comptez sur moi. J'arrive. Et c'est parti. Ouais. C'est fou les appels, hein? Ouais. J'entends souvent ça, des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui me disent « Quelqu'un m'a appelé. » Mais avant que quelqu'un m'appelle, tu travailles quand même ta visibilité. Tout à fait. Ça dépend. Vas-y, Sylvia. Pour ma part, c'était vraiment encore là. Quand je suis arrivée chez Nortel, un de mes collègues siégeait sur un conseil d'une caisse d'économie. Puis là, il dit, je veux que tu viennes avec moi. Puis il m'a pris comme un peu sur son aile. Alors là, puis avec le mouvement des jardins, mais mon Dieu, qui s'occupe bien de leurs membres, puis ils nous forment. Donc, on a eu de la... Je confirme. On a eu de la formation pour siéger sur des conseils d'administration, etc. Fait que par la suite, ce qui est arrivé, moi, c'était dans le cadre de mes fonctions. Donc, en étant dans le capital de risque, comme on était des investisseurs à la hauteur de 20% dans une compagnie quelconque, c'était souvent, on était les représentants sur ces conseils d'administration-là pour voir à l'évolution. Fait que je dirais qu'au début, ça a été une opportunité très jeune d'être pris sous l'aile de quelqu'un qui m'a emmenée. Par la suite, ça a été vraiment dans le cadre de mes fonctions. Et par la suite, ça a été comme des amis, des contacts qui disent, on a rencontré Sylviane, puis j'ai suivi une formation aussi en cours de route. Puis là, effectivement, que c'était le téléphone, viens nous voir. Mais tu sais, c'est pas des conseils d'administration nécessairement majeurs, mais une belle diversité des entreprises privées, publiques, au BNL. Fait que, tu sais, il y avait une certaine variété. Fait que ça a été un peu mon parcours. Mais rien de majeur, là. Hein? Là... Mais tu sais, c'est intéressant parce qu'on dit
on a eu cette chance, on a cette opportunité, mais quelque part, moi, j'étais très impliquée avant à l'ordre des CPA Québec. J'ai participé à certains comités CPA Québec, et donc j'avais eu le temps, dans le temps, c'était François Renaud, d'avoir des conversations, donc il me connaissait. C'est-à-dire que on crée sa chance. Hein. Oui. Ça, il faut se le dire. On la crée. Disons les choses, là. Et on est opportuniste. On prend les opportunités comme ça. Je pense qu'il faut aussi le mentionner. Là. À partir du moment où on a un intérêt, il faut le mentionner à notre réseau de contacts, à ceux qui nous entourent, pour qu'il y ait ce déclanchement-là, pour dire, ah oui, je vais penser à elle. Mais maintenant, nous, on n'avait pas ça, mais maintenant, avec toutes les bases de données, toutes les headhunters, c'est complètement une autre... les opportunités de pouvoir siéger et de se faire connaître sont beaucoup plus vastes qu'à notre époque. Là, moi, je pense qu'effectivement, c'était par le lien d'une implication quelconque qui fait que tu rencontres des gens et les gens pensent à toi. Aujourd'hui, c'est quintuplé les opportunités. Là, vraiment, les gens sont chanceux aujourd'hui. Oui, il y a les médias sociaux aussi. Oui, c'est bien structuré. Oui. On peut se rendre visible aussi sur LinkedIn, par exemple, sur plein de plateformes, etc. Le fait que vous intégrez des conseils d'administration, qu'est-ce que ça a apporté à votre parcours? Bien, pour ma part, moi, vraiment, je trouve ça extrêmement stimulant parce que de un, premièrement, on apprend beaucoup. J'aime apprendre. On développe un réseau de contacts. Mais ce qui est encore le plus intéressant, c'est tous les secteurs d'activité. Puis les gens que moi, je côtoie, cette diversité d'opinions, de pensées, moi, je suis en finance, d'autres sont des ingénieurs. Cette variété de compétences et de connaissances, ça m'apporte beaucoup. Moi, ce que je trouve qui est le plus challengeant pour moi, en tout cas, du moins, c'est comment d'être en mesure j'appelle ça comment poser la bonne question. Et d'être en mesure d'avoir une question qui est ouverte, d'être capable de bien communiquer, synthétiser son idée pour emmener le débat sur une question importante qui va faire évoluer l'ensemble de la compagnie ou du conseil dans lequel. Ça, j'apprécie beaucoup voir mes collègues interagir parce que la façon dont ils interviennent, la façon dont ils synthétisent, ils posent la bonne question, c'est très enrichissant. Mais j'aime redonner aussi. Alors. Excellent. Dans le partage. Oui. D'ailleurs, l'AFFQ, on est vraiment dans le partage. et tu sais, moi, je prends cette participation dans un conseil d'administration comme... C'est un privilège, c'est une responsabilité. Hein? Être assis à une table où notre voix compte, on le prend, ces privilèges-là. Et ce que tu disais, Sylviane, de façon responsable, c'est-à-dire comment on s'implique véritablement. Et je pense que c'est ce qui fait la différence de membres qui viennent avec une contribution, une grande ouverture qui va permettre d'avancer la pensée stratégique qui est le rôle du CA principalement. Vous êtes, mesdames, bien impliquées dans plusieurs, vous étiez, puis vous êtes encore dans des conseils d'administration. Ça demande du temps, c'est une responsabilité, comme tu viens de dire, Yasmine. Comment vous avez réussi à concilier votre vie professionnelle, vos implications dans les conseils d'administration et votre vie personnelle, familiale? Bonne question, hein? Ouais. Ça commence un petit peu pas trop organisé, mais on finit par s'organiser, ça c'est sûr. Moi, personnellement, ça a été la passion de conseil auquel j'ai siégé. Et lorsqu'on est passionné, on est intéressé, ça devient beaucoup moins lourd parce qu'on s'intéresse naturellement aux problèmes ou aux stratégique que le CA fait face. Donc, c'est carrément organiser son horaire, puis prendre le temps de lire sa documentation avant, se préparer. Et cela est plus facile lorsqu'on fait partie d'un CA dont la mission nous touche et vient nous chercher personnellement. Ça se fait plus naturellement. Moi, pour ma part, la conciliation travail-famille, c'est
c'est un enjeu. Faut pas mettre ça de côté. C'est pas nécessairement simple. Moi, ce que j'ai vraiment fait, c'est que à chaque fois j'ai changé d'employeur, avant d'être embauchée, j'ai eu une conversation que je leur disais, on va avoir un contrat psychologique ensemble. Et je mettais sur la table immédiatement le fait que j'avais la responsabilité, autant que mon conjoint, à m'occuper des enfants, ce qui faisait en sorte que s'il y avait des attentes à ce que je participe à des réunions, par exemple, moi, j'étais responsable le soir. Et si on s'attendait à ce que je participe à des réunions de 5 heures à 8 heures le soir, bien, c'était non. C'était ma zone, c'était une zone privilégiée pour les membres de ma famille. Mais je leur ai dit, disponible à 5 heures du matin, disponible à minuit, si vous voulez, mais ça, c'est ma zone à moi. Est-ce qu'on peut manœuvrer? Fait que, mon conseil, c'est vraiment d'avoir cette conversation-là qui n'est pas toujours facile, mais ça ne veut pas dire que le travail ne sera pas fait, que les heures ne seront pas mises, mais elles vont être faites. Puis là, aujourd'hui, ce n'est plus un enjeu parce qu'avec le télétravail, avec la pandémie, les employeurs ont bien vu comment dédiés sont les employés. Mais à notre époque, c'était un enjeu parce qu'on s'attendait à ce que tu sois physiquement présente tout le temps, puis que tu sois disponible au moment où ça leur convenait. Et ça, pour moi, à un moment donné, je me suis dit, non, il faut que j'aie la conversation franche, honnête, parce que c'était important pour moi, mon équilibre avec mes enfants. C'était sacré pour nous de souper en famille. Vraiment, vraiment. C'est le seul repas qu'on a dans la journée. Là. Fait que il était hors de question. Fait que bref, mais est-ce que l'équilibre existe vraiment? Non, parce que je recommençais à 8h30 puis je finissais à minuit. Fait que je pense qu'il ne faut pas non plus... J'aime bien l'idée de contrat psychologique. Je trouve ça super intéressant. Comment apprendre à dire non et poser des limites? C'est pas toujours évident. Non. Hein? Non. Et c'est pas évident. Personnellement, je pense qu'il faut tout d'abord se faire confiance et se connaître bien avant de dire oui, non, peut-être. Est-ce que tu vas vivre encore, je reviens, est-ce que tu vis avec cette décision? Si tu dis oui et que tu dis rien et que tu la fermes, tu l'acceptes. C'est un contrat quelque part parce que tu n'as rien dit. Faut encore là avoir cette capacité d'exprimer quelles sont nos attentes et communiquer. Avoir cette discussion, exprimer ses attentes et être ferme dans sa position. Ferme jusqu'à un certain point, parce que ça dépend aussi à combien on veut... C'est une négociation, hein? Combien on est prêt à donner, parce qu'il n'y a pas un gagnant et un perdant. Il faut qu'il y ait deux gagnants. Donc, il y a cette mise en discussion qui est importante. Je suis pas très quelqu'un... Je suis peut-être pas quelqu'un de très tranchant. Je vais aller chercher quelque chose, la conciliation. Excellent. Dans votre parcours, j'imagine que vous avez eu aussi des moments de doute sur votre parcours, sur les postes que vous occupez. Est-ce que c'est le cas pour vous, mesdames? Des doutes? Oui. Oui, ça c'est sûr. Oui. Une situation en particulier que vous avez vécue, que vous voulez partager avec nous? Les doutes venaient au moment où j'avais besoin d'un nouveau défi. Alors, il arrivait un moment où je doutais. Là, je me disais, bon, est-ce que je veux... C'était toujours, est-ce que je veux encore ça? Et là, il y avait des doutes sur la continuité. Ça m'emmenait à réfléchir. Des doutes sur nos capacités, c'est certain. Là, c'est pas... tu veux pas, à chaque fois qu'on change, il y a toujours, comme disait Yasmine, il y a toujours une adaptation. C'est quand même exigeant parce que c'est un nouvel apprentissage, un nouvel environnement, des nouveaux partenaires, des nouveaux collègues, etc. Fait que c'est sûr que ça l'amène des doutes. Mais peut-être, oui, mais peut-être que j'ai pas... on y va
au jour le jour aussi. C'est d'une normal certaine façon. d'avoir des doutes, comme vous avez dit au début, là, dans sa carrière, à un moment. Oui, Ah, ça, c'est sûr. On doute, ça t'arrive de douter de ta capacité, de prendre plus de responsabilités et dire, bon, à quoi je me suis mis présentement. Moi, ma façon de gérer ou de apaiser ma doute, c'est toujours chercher du feedback autour de moi. Je vais cogner à des portes. Je dis, écoute, voilà où ce que je me trouve. Qu'est-ce que tu en penses? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que tu me conseilles? Ça a été, je vais chercher conseil au bureau, je vais chercher conseil à la maison. Et chez mon père aussi, je dis, ouais, papa, voilà comment on fait. Et c'était ma façon d'apaiser ce déséquilibre qui arrive bien souvent. Ça, je suis tellement d'accord parce que moi, j'ai été longtemps... tu sais, on a comme une spécialité, mais après ça, on bouge. Puis j'ai toujours eu puis ça m'a pris du temps avant de me départir du sentiment de l'imposteur. J'avais un nouveau défi, j'étais stimulée, mais ma petite voix intérieure, c'était « Mais mon doute t'appartient pas là, t'es un imposteur ». Et effectivement, quelqu'un m'a donné ce truc-là de dire, ben ça, c'est ton ressenti. Maintenant, va te chercher de la rétroaction. Et ça a été très difficile au début, mais j'ai appris à poser des questions d'une certaine façon pour venir m'apaiser, venir me vraiment confronter ma perception versus le réel. Et ça a été un exercice fort enrichissant parce que tantôt, on parlait d'apprendre à bien se connaître. Et entre ce que toi, tu penses que tu es, c'est une chose. Ce que tu dégages, c'en est une autre. Puis comment on te perçoit, c'en est une autre. Alors, Absolument. ça m'a... cet exercice-là m'a beaucoup aidé à vraiment rallier qui je suis et comment je suis perçue. Non, ça, oui, j'avais beaucoup ce sentiment d'imposteur. Ouais. Okay. Est-ce que vous l'avez encore, ce sentiment d'imposteur? Non, plus maintenant. Non, hein? Après, à un moment, qu'on se connaît vraiment très bien. Ben, écoute, il y a toujours des moments où des doutes, ça va arriver, puis je pense que ça... Mais je me sens bien dans ce que je fais présentement. Moi, je dirais c'est à partir du moment où peut-être quand tu arrives à des postes de haute direction, mais c'est qu'à un moment donné, tu te rends compte que c'est pas tes capacités techniques qui vont faire de toi un bon leader. Et quand tu comprends ou quand tu exerces les qualités nécessaires, tu te rends compte qu'après ça, tu peux prendre n'importe quel pan d'activité, puis tu vas être en mesure de le réaliser. Et ça, tant que tu n'as pas fait ce déclic-là, ou tu n'as pas... C'est comme de dire, ben non, je suis en finance, je ne peux que évoluer dans ce que j'ai connu, versus de dire, mais non, mais c'est pas ça qui est important, c'est toutes d'autres compétences et qualités nécessaires qui vont t'emmener à être, après ça, capable de prendre n'importe quel projet ou n'importe quelle fonction pour les mener à bien. Donc ça, c'est un déclic qui arrive plus tard. Un mindset là, qui change. Là. Avec l'expérience. Et ça c'est super intéressant. Et je te rejoins beaucoup, même dans ton parcours, parce que cette ambition, cette envie de changer, constamment évoluer, ce sont nos habiletés techniques qui nous permettent d'avancer. Mais il arrive un moment où tu dépasses les habiletés techniques, où tu fais face à la réalité, où c'est tout le relationnel qui est important. Et c'est là où on commence à écouter les voix extérieures, puis chercher du feedback. Et on ajuste le tir. Et ça, c'est difficile au début. Oui. C'est pas évident. Hein? Comme tu disais, on t'a dit certaines vérités en face et ça arrive, et tant mieux. Et j'ai appris. Je me rappelle avoir dit merci infiniment. Ça m'a vraiment mis sur les bons rails, si tu veux. Mais ça demande du courage d'accepter aussi les critiques quand ils sont comme ça. Il faut pour avancer. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous nommer quelques qualités? C'est
Dans le sens où quand on arrive, quand on arrive à la haute direction, mais on fait partie, en tout cas, moi, je fais partie d'un comité de direction. Ouais. Puis, quand on arrive là, c'est que c'est plus un enjeu juste de ton secteur à toi. Oui, tu es responsable d'un secteur, mais tu es responsable collectivement avec tes collègues de l'atteinte de l'ensemble du bien-être de l'organisation. Et pour arriver en termes de qualité, il faut être en mesure de s'élever au-dessus de la mêlée, donc d'être capable de ne pas juste voir ton secteur à toi, mais de voir l'ensemble des enjeux de l'organisation. Ce que j'ai réalisé, c'était pas juste de dire « Ah non, c'est pas mon problème, c'est celui de mon collègue. » Mais tu te rends compte que son problème va devenir le tien. Fait que tu peux plus avoir cette pensée individualiste, mais c'est vraiment collaboratif. Faut que tu sois en mesure de, je pense aussi, d'être capable d'avoir une lecture de la situation puis de l'environnement dans lequel tu évolues. Puis moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, vraiment, c'était, comment je pourrais dire, quand tu es gestionnaire puis tu es responsable de ton secteur, tu atteins tes objectifs. Et donc, étant axé résultat, je salivais au progrès et au succès. Mais finalement, quand tu arrives dans un comité, quand tu es au niveau de la direction, c'est maintenant de l'influence que tu as. Tout à fait. Et tu n'es plus dans l'action directe, concrète, tangible. Et ça, pour moi, encore des fois, tu te rends pas compte du petit mot ou de la petite réflexion qui a peut-être fait que le vent a changé puis que la décision... Fait que c'est comment, pour quelqu'un qui est axé très, très résultat, de s'abeuvrer, de dire « Ah oui, tu sais, j'ai fait une différence pour la collectivité, pour au nom du groupe », c'est beaucoup plus difficile. Donc, on est plus dans un rôle d'influence que dans un rôle concret d'action. Ou d'atteinte, ou d'objectif, ou de... Oui, c'est se faire confiance aussi jusqu'à un certain point. Observer autour sans paralyser, parce que des fois, on peut tomber dans l'observation, puis on paralyse. Donc, il y a un juste milieu. Il y a du travail, ce que tu décrivais tout à l'heure, il y a du travail pour venir quelqu'un qui non seulement gestionnaire, mais qui arrive à influencer et à faire bouger l'équipe avec une vision. Donc, c'est beaucoup de travail sur soi et l'apprentissage des autres, encore une fois. Aller voir comment les autres réagissent et aussi voir plus loin, voir l'impact de ce que tu décides aujourd'hui, de tes paroles. Avec toute la bonne intention du monde, tu peux vraiment avoir un impact complètement différent. Puis c'est là où le feedback, la rétroaction arrive, où avec grande ouverture, je dis souvent, n'hésitez pas à me contacter si il y a quelque chose qu'on doit réajuster. Tout à fait. Ouais. L'écoute, l'empathie, l'ouverture, l'adaptation. La vision. Ce que j'ai trouvé, ce qui est intéressant aussi, c'est encore là, c'est un mix de... souvent, il y a des gens qui vont être visionnaires très stratégiques, donc ils sont capables d'emmener la stratégie, puis de certains de mes collègues qui vont être habilités plus au niveau processus, puis s'assurer du comment. Donc toute cette gamme, mais il faut être en mesure de pouvoir résoudre quand même des problèmes complexes, parce qu'on se retrouve avec notre secteur d'activité, c'est une chose, là, on a notre secteur, mais après ça, c'est des enjeux organisationnels qui impliquent plusieurs parties prenantes, qui peut emmener c'est ça. Il faut être capable de voir, comme je dis, au-dessus de la mêlée, d'être capable d'être stratégique, de comprendre ce qui est important, ce qui est du bruit, et vraiment être capable de collaborer avec tes collègues à brainstormer pour essayer de résoudre ces enjeux-là qui sont beaucoup plus complexes, puis ça prend toute la diversité de tes pairs et tous leurs points de vue pour arriver à trouver le bon moyen.
Ouais. C'est important de développer des relations de confiance avec les équipes. Oui. Quand on va arriver à annoncer une nouvelle, un changement, on le fait pas froid. Là. On travaille séparément. Hein. On va aller chercher la rétroaction et on se prépare. La préparation, c'est très important. Ouais, il y a beaucoup d'invisibles hein, dans tout ça. Hein. Beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on voit vraiment, beaucoup d'invisibles. Toute la préparation et tout ça, c'est des choses qu'on ne voit pas vraiment, mais il y a un travail qui se fait derrière. Oui, beaucoup. Oui. Je t'entends et je me reconnais tellement dans toute cette partie-là. C'est là où l'émotionnel est très important. Hein. À un certain moment, on parlait souvent du quotient émotionnel. On a besoin de cette dose-là, de pouvoir avoir cette ouverture. Pas de panique, juste du calme. J'ai toujours admiré les gens très calmes dans toutes circonstances. Et donc, j'essaie d'adopter, quoique je suis une impatiente. Ça, c'est des choses que... La maîtrise de ses émotions. La maîtrise des émotions, tout à fait. Oui, je crois qu'à travers vos expériences, mesdames, la maîtrise des émotions, vous en avez vécu des choses, j'imagine. Il y a beaucoup de travail. Moi, je vais partager un des moments forts d'apprentissage. C'est surtout d'apprentissage. Je faisais ma maîtrise et j'avais un cours de leadership. Et notre professeur nous avait été exceptionnel et nous a fait un exercice formidable. Il a duré 1 heure, plusieurs questions. Et la toute dernière question, elle nous disait, vous avez 30 secondes à vivre. Hein? Qu'est-ce qui passe dans votre tête ces derniers 30 secondes? Elle nous a dit, vous avez 1 demi-heure pour écrire ce qui passe dans votre tête. 30 secondes. On était 16 en classe. On a pris la demi-heure. J'ai vu des collègues pleurer, des hommes pleurer pendant qu'ils écrivaient les 30 dernières secondes. Par la suite, on a eu à lire ce qui passait par notre tête. Et elle nous a dit, maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quel bel exercice. C'était un des exercices qui ont été bouleversants, changeants. Et moi, je vais partager ce que j'avais écrit, c'est « J'aimerais pouvoir fermer les yeux sans regret ». Et donc, mon processus décisionnel est accompagné de ça. Et c'était une grande leçon de leadership. Et ce qu'elle nous disait, apprenez à vous connaître, à gérer vos émotions. C'est très important. Et c'est l'empathie, évidemment. Oui. Moi, je dirais, c'est sûr que je ne suis pas dans des... Tu sais, j'ai été dans la grande et dans la petite entreprise, mais moi, je suis quelqu'un qui accueille beaucoup les émotions. Alors, tu sais, il y a été une époque où on disait « Ah, faut pas que tu pleures, faut pas que tu faut pas... » Moi, j'ai jamais été de cette école-là. Je suis très émotive. Je suis quelqu'un je suis hyper sensible. Alors, cette sensibilité-là, je l'ai pour l'ensemble de mon équipe. Alors, il n'y a pas... c'est important pour moi que les gens se sentent autant à l'aise dans ce qu'ils sont vraiment. Moi, j'aime l'authenticité. Alors, j'ai beaucoup de difficultés avec ce qui est phony. Fait que je ne recherche que des relations que vraiment quand Des vrais. Oui, vrai. Comme ici, ce soir. Vrai. C'est de l'authentique. Alors, peut-être que tu veux pas, dans mes choix, en se connaissant, ben, on finit par trouver des environnements ou des cultures de travail qui s'accordent à ça. Alors, moi, c'est important que les gens puissent être qui ils sont vraiment, dans toute leur être. Fait que oui, la portion émotive fait partie de l'être humain, en quelque part. Vulnérabilité, oui. Mais tu sais, ça arrive aux gens de ne pas être de bonne humeur un matin, puis ça arrive des fois d'avoir des enjeux, etc. Puis ça fait partie de la vie. Là, d'être là pour écouter, puis
les soutenir d'une certaine façon, ben, tant mieux, tu sais. Ouais, excellent. Et puis, en tant que gestionnaire, on a l'impression qu'il faut toujours être de bonne humeur, avoir de bonne énergie, pour motiver les autres. Et ça doit pas être évident, hein? Non, c'est pas évident. Moi, je me rappelle une de mes membres de mon équipe, mes employés, un jour, on était ensemble, elle dit, quand vous voyez Yasmine marcher vite et parler vite, approchez pas, Yasmine. Vraiment, c'est comme ça que tu me vois. OK, je vais faire... Mais c'est vrai. J'allais tout droit. Non. Ouais, focus. Focus. Excellent, excellent. On a parlé de leadership rapidement. Je crois que c'est Yasmine aussi bien qui l'a évoqué. C'est quoi votre posture de leadership actuellement? Bonne question. Je viens d'y répondre indirectement. Oui, c'est ça. C'est l'authenticité pour moi. Authenticité, vulnérabilité, être dans le vrai. Oui. Ouais. Reconnaître les capacités de chacun des membres de ton équipe, les faire valoir, les faire grandir et être un facilitateur de l'approche, de la vision. Donc, oui. Excellent. On a parlé aussi de l'ambition. Et puis, est-ce que, ma question va être très directe, mesdames, est-ce que vous vous considérez comme des femmes ambitieuses? Oui. Ben, en tout cas, moi, j'aime les défis, j'aime atteindre les résultats, j'aime le succès collectif et individuel. Fait que oui, je suis ambitieuse, définitivement. Oui. Et ça a été toujours dans ce sens-là, les défis. Aller voir ailleurs, c'est curieux. Je ne sais pas si c'était dans l'ambition, mais c'est surtout ma curiosité qui m'a amenée dans des espaces différents. Ceci, je connais déjà. Est-ce que je vais aller voir ailleurs? Je ne suis pas satisfaite. Voilà. Est-ce que c'est de l'ambition? Oui. C'est comme ça que... C'est bien, on l'assume maintenant, notre ambition. Hein? Oui. Mais ça peut être aussi une ambition collective. Oui. Il y a ce qui nous propulse comme individu. Puis, il y a aussi comme cette capacité de rassembler puis de mobiliser des gens, puis que collectivement aussi, on transmet cette ambition vers... Ça aussi, c'est capotant, là. Quand tu arrives à transmettre... Tu sais, mon plus grand plaisir, c'est quand tu as un but, une vision, puis là, tu dis, OK, là, il faut que je la décortique, puis il faut que je fasse en sorte que mon équipe soit capable de se l'approprier, puis le jour c'est même plus de ton idée, c'est la leur, tu dis, ah, mais là, j'ai fait ma job, tu sais, qu'ils sont autant passionnés que toi par atteindre ce sur quoi qu'on s'est fixé ensemble collectivement. Ça, c'est de l'ambition collective, c'est aussi... super stimulant. Fait que oui, il y a une ambition individuelle puis une ambition collective. Collective aussi. Et c'est intéressant parce que quand je parle aux membres de mon équipe et on parle d'évolution de carrière et tout ça, je vais chercher, je vais brasser un petit peu. Faut aller chercher ailleurs. Peut-être qu'on doit chercher un petit peu, voir autre chose, sortir de sa zone de confort. Ça, c'est ce que je dis. Oser. Sortir de sa zone de confort. Prendre sa place. Prendre sa place. On mérite tous d'être écoutés. Je sais pas, j'ai été élevée dans une école des sœurs au Pérou. Je me rappelle tout le temps que pour parler, il fallait lever la main. Je pense que c'est dans toutes les écoles, même si tu lèves la main. Et j'avais toujours la main levée. C'était nécessaire. Je devais m'exprimer. On va lever les mains, nous aussi. Je lève la main. J'étais en permanence. Il faut me sortir de la classe. Ça suffit. On veut plus t'entendre.
comprendre. Et ça, tu sais, des fois, lorsqu'on on est naturellement curieux, ambitieux de ce côté-là, faut faire attention parce que on peut empiéter sur les autres aussi. Bousculer. Oui, ou bousculer certaines personnes. Donc, ça aussi, je l'ai appris avec le temps. Hein. Tu disais, on n'a pas peur de dire qu'on est ambitieux, mais pourquoi on aurait peur? Mais il y a certaines personnes qui, c'est encore mollo. Hein? On ne fonctionne pas comme ça. Excellent, un très 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 beau partage, un grand merci. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose d'autre, partager. Ça a été un plaisir, vraiment, merci mesdames. Oui. Merci à vous deux, un gros parcours. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Hein? Ça a allumé des lumières là pour moi en tout cas. Alors merci encore mesdames, merci pour ce partage. Ceci met fin au podcast de l'AFFQ sur les différents chemins qui mènent au poste décisionnel et au conseil d'administration avec Yasmine Rivera et Sylviane Chapeux. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous, mesdames. Alors, j'ai le plaisir d'animer ce podcast-là. Moi, c'est Ilham Missaoui, donc membre du conseil d'administration de l'Association des femmes en finance du Québec. Donc, alors, sachez que les différents épisodes de ce podcast seront accessibles à partir du site web de l'AFFQ, sur notre chaîne YouTube également et à partir de toutes les plateformes de diffusion de podcasts. Donc, je vous dis au revoir, à très bientôt et puis je vous souhaite, chères auditrices, beaucoup de succès, beaucoup d'épanouissement dans vos carrières. Merci.